Je me souviens d'abord du bruit, pas d'une phrase, pas d'un visage, du bruit, celui des métiers à tisser qui s'ébrouent avant l'aube comme des bêtes enfermées dans une grande nef de tôle. À Lyon, notre journée commençait avec cette rumeur-là qui vous entre dans les os et finit par devenir une seconde respiration. Quand je dis notre, je parle de Jean et de moi, et de tous ceux qui travaillent sans laisser de traces ailleurs que sur leurs mains. Les mains de Jean, je pourrais les décrire les yeux fermés, larges, carrés, avec des lignes profondes où la graisse s'installe comme une encre ancienne. Sous les ongles, il y a toujours un liseré sombre, même après l'eau chaude, même après le savon trop agressif qui brûle la peau. Et la beau frotter, la machine vous garde quelque part. Moi, mes doigts sont plus fins, mais bas plus doux. Les phalanges portent de petites fissures, des rougeurs, les marques des fils tirés trop vite, des gestes répétés trop longtemps. Nos mains ne disent pas misère, elles disent continuité. Ce matin-là, pourtant, la lumière semblait différente. Les néons jetaient leur pâleur habituelle, mais dans mon ventre, une chaleur insistait, celle qu'on a quand on s'apprête à traverser une frontière. Jean travaillait à quelques mètres, penché sur une pièce qu'il essuyait au chiffon. L'huile noircissait le tissu, puis la peau, puis l'air lui-même, comme si le monde voulait nous rappeler sa couleur. Il a levé les yeux vers moi une seconde, juste une seconde, et j'ai su qu'il pensait la même chose. Lucas. À la pause, Jean est allé à son cassier. Il l'ouvre toujours avec précaution, comme si ce coffre cabossé contenait quelque chose de fragile. Il en a sorti un magazine, plié au millimètre, protégé dans un sac plastique. Du papier glacé, si lisse qu'il semblait appartenir à une autre classe sociale. Sur la couverture, un bâtiment blanc, presque arrogant de netteté. Un immeuble dessiné par notre fils. Le nom de Lucas était imprimé en bas, discret, mais pour nous c'était une enseigne lumineuse. J'ai pris le magazine du bout des doigts. Je voulais le tenir comme on tient un verre en cristal, sans serrer, sans abîmer. Pourtant, malgré toute ma prudence, une trace grise a glissé sur le bord de la page. J'ai eu un réflexe honteux, presque comique. Je l'ai frotté aussitôt, comme si j'avais sali le succès. Jean a regardé la marque, puis mes doigts, et il n'a pas souri, pas vraiment. Il a seulement dit d'une voix calme « Laisse, c'est nous ». Nous avons déjeuné dans la petite cuisine de l'atelier. Un bol de soupe, du pain, rien de plus. La table collait un peu, les chaises grinçaient, et au milieu, le magazine brillait comme un invité trop bien habillé. Jean tournait les pages lentement. Il s'arrêtait sur les photos, non pas sur les façades, mais sur les détails. La main de Lucas posée sur une maquette, l'absence totale de poussière. J'ai compris alors la violence muette de la réussite. Elle efface les origines sans même le vouloir. Elle polit. Il a l'air loin, a murmuré Jean. Pas une plainte, plutôt un constat. Ses yeux ne cherchaient pas la colère, ils cherchaient la place où poser l'amour sans qu'il fasse tache. L'après-midi, nous avons préparé le départ. La valise, vieille et solide, a été posée sur le lit comme on pose un héritage. J'ai plié une chemise en suivant les plis existants, ceux d'une vie de rangement économique. Jean a sorti son costume, le seul. Il l'a tenu devant lui un instant, comme si ce tissu tentait de lui imposer un rôle. Dans notre monde, un costume n'est pas une seconde peau, c'est une armure empruntée. Quand Jean a sorti les billets de train, je me suis surprise à compter mentalement. Puis j'ai cessé. Il y avait des choses qu'on ne mesurait pas avec l'argent. Sur la commode, j'ai posé un petit paquet pour Lucas. Pas de luxe, pas de ruban brillant, seulement un objet choisi avec une pudeur obstinée. Nous avions travaillé toute une vie à bâtir des fondations. Lucas, lui, bâtissait des façades qui touchaient le ciel. En fin de journée, quand les machines se sont arrêtées, le silence a été si brutal qu'il m'a serré la gorge. Jean a pris ma main. Dans ses yeux, il n'y avait ni fureur, ni reproche. Seulement cette lucidité douce qui fait plus mal qu'un cri. On peut changer de ville, de vêtements, de décor, mais on ne déménage pas ses racines. Et pourtant, nous allions monter à Paris avec notre fierté entière, en espérant qu'elle suffirait à nous tenir debout, même sous les lumières froides d'un monde qui ne sent pas l'huile. Je n'ai presque pas dormi dans le train. Pas à cause du confort, on a connu Pierre,
mais à cause de cette agitation qui vous tient éveillé quand vous avez mis vos plus beaux vêtements et que vous n'osez pas froisser la journée qui arrive. Jean, lui, somnolait par à-coups, la tête légèrement penchée, comme au bord d'un établi. Ses mains reposaient sur ses genoux, paumes ouvertes, déjà tachées malgré le savon de la veille. Au l'aube, la lumière a glissé sur ses doigts et j'ai pensé, sans savoir pourquoi, à un musée. On y expose des objets précieux, mais on n'y expose jamais le travail qui les a rendus possibles. Paris nous a accueillis avec son air froid et pressé. Tout semblait marcher plus vite que nous, les pas, les portes, même les regards. Lucas nous attendait sur le quai, impeccable, le manteau bien coupé, le sourire parfaitement à sa place. Il m'a embrassé rapidement, puis il a serré Jean dans ses bras, un geste qui voulait être fort, mais qui s'est arrêté à mi-chemin, comme s'il craignait quelque chose. Nous n'avons pas pris un taxi vers son appartement, et il nous a conduits vers un immeuble sans âme, propre, neutre, un endroit de location qui sentait le produit d'entretien. Il a posé nos valises dans l'entrée avec une attention nerveuse, puis il s'est mis à parler trop vite. « Je vous ai pris ça pour 2 nuits, c'est plus simple, et puis on sera plus proche de tout. » Je n'ai pas demandé de quoi. Je l'ai regardé ranger une veste sur un cintre, aligner des coussins, comme s'il devait prouver à quelqu'un, à lui-même, qu'il maîtrisait son décor. Jean s'est assis sans faire de bruit. Il a observé la pièce avec cette précision silencieuse des hommes qui ont passé leur vie à vérifier que rien ne casse. Lucas s'est tourné vers nous, hésitant, puis il a dit d'un ton léger, trop léger, « Demain, avant la cérémonie, on ira faire un tour pour vos tenues. » Je me suis raidie. Mes mains ont cherché le bord de mon sac, comme pour s'y accrocher. Jean n'a pas bougé, il a seulement relevé les yeux. « Nos tenues ?» a-t-il demandé. Lucas a souri, mais son sourire n'avait pas de chaleur. Il semblait calibré. « Oui, enfin, le costume, la robe. Vous savez, là-bas, ce sera un peu plus... » Il n'a pas terminé. Il n'a pas dit chic, ni bourgeois, ni mieux. Il a laissé le mot flotter, comme une poussière qu'on n'ose pas nommer. Et c'est moi qui ai senti la première piqûre. Pas la honte, non, plutôt cette impression d'être soudain devenu visible dans un mauvais sens, comme une tache sur une nappe blanche. Le lendemain, Lucas nous a emmenés dans un quartier où les vitrines brillent comme des aquariums. La lumière y est blanche, impitoyable. Dans la boutique, tout était doux au toucher, trop doux, comme si le tissu n'avait jamais connu la sueur. Le vendeur a salué Lucas avec un respect naturel, puis il nous a regardés, Jean et moi, avec cette politesse professionnelle qui n'a rien d'insultant et justement pour cela, elle coupe. On a essayé. Jean dans un costume trop neuf, moi dans une robe qui cherchait à me transformer. Quand Jean s'est regardé dans le miroir, j'ai vu la fissure, pas sur le tissu, sur son regard. Il avait l'air d'un homme déguisé en homme, un ouvrier dans une armure. Lucas a applaudi doucement, presque soulagé. « Voilà, là c'est parfait. » Jean a baissé les yeux vers ses mains, elles dépassaient des manches comme 2 vérités qu'on n'arrive pas à cacher. Il n'a rien dit, mais je l'ai connu assez longtemps pour entendre ce silence-là. Ce n'était pas de la colère, c'était le début d'une compréhension douloureuse. Sur le chemin de retour, Lucas parlait des invités, du lieu, du traiteur, des détails. Jean marchait à côté de lui, un pas en arrière. Moi, je regardais nos reflets dans les vitrines, 3 silhouettes, alignées, et pourtant séparées par une distance invisible. À cet instant précis, j'ai compris que Paris n'avait pas seulement changé notre fils, il lui avait appris une chose très simple et très dangereuse, qu'on pouvait aimer ses parents tout en les rangeant hors champ. Le jour du mariage, nous avons quitté Paris très tôt. Lucas insistait sur l'horaire, sur la circulation, sur l'organisation. Dans la voiture, le ciel était d'un gris propre, comme une toile repassée. Jean gardait les mains sur ses genoux, immobile, et je remarquais malgré moi le contraste entre la matière de son costume neuf et l'épaisseur ancienne de ses doigts. Le tissu était lisse, presque fragile. Ses mains, elles, semblaient faites pour tenir le monde quand il glisse. Nous sommes arrivés dans la vallée de la Loire avec une avance qui m'a mise mal à l'aise. Le château apparaissait au bout d'une allée bordée d'arbres alignés, comme une haie d'honneur. La pierre était pâle, élégante, lavée de tout effort, une beauté qui ne transpire pas. Je me suis surprise à redresser les épaules, comme si mon corps devait demander pardon d'exister dans cet endroit. D'abord, il y a eu la mairie,
Une salle claire, des drapeaux, une table où l'on pose des noms comme on pose des objets administratifs. Là, nous avions une place. La loi française ne demande pas qu'on soit brillant, elle demande qu'on soit là. Jean et moi avons signé le registre. J'ai senti le stylo glisser dans ma main et pendant une seconde, j'ai pensé aux gestes répétés à l'usine. Tirer, nouer, vérifier. Signer, c'était un autre geste, mais la même idée. Attester que quelque chose tient. Lucas nous a remerciés d'un regard rapide. Il était tendu, pas nerveux comme un enfant, plutôt crispé comme un homme qui maintient une façade. Puis, il y a eu le château. La réception commençait dans la lumière froide des salons, cette lumière qui fait briller les verres et durcit les visages. Les gens étaient beaux de cette beauté apprise, des tissus qui ne se froissent pas, des voix posées, des rires qui tombent juste. Tout semblait couler sans effort. Je voyais Lucas circuler comme un autre parfait, sa main propre posée sur des épaules, son sourire prêt à chaque angle. Un employé nous a guidés vers notre table. Il a prononcé ces mots avec un respect mécanique. Mais j'ai compris tout de suite, en suivant le mouvement de son bras, que cette table n'était pas au cœur de la fête. Nous avons traversé une grande salle, puis une porte vitrée, puis un espace plus étroit, une terrasse couverte, un balcon presque. Là, une table ronde attendait, discrète, à moitié cachée derrière de grands pots de plantes vertes, comme si la nature elle-même servait de paravent. Nous n'étions pas seuls. Il y avait des parents éloignés, des visages inconnus, des gens aimables, un peu perdus. On s'est assis et le tissu de la nappe a glissé sous mes doigts, trop blanc, trop impeccable. Jean a posé ses mains dessus et aussitôt une ombre grise a semblé apparaître autour de ses phalanges. Pas une tache visible, non, une présence, comme si ses mains apportaient avec elles une autre vérité. Je regardais la salle principale par une ouverture entre deux feuilles. Je voyais les lustres, les verres fins, les assiettes comme des miroirs. Et au centre, les mariés. La mariée était lumineuse, entourée de sa famille, qui parlait doucement, avec cette assurance tranquille des gens qui n'ont jamais eu à justifier leur place. Je me suis surprise à chercher Lucas du regard, non pas l'architecte, non pas le futur gendre parfait, mais mon fils, celui qui petit rentrait de l'école les genoux sales et les mains pleines de craie. À la place, je voyais un homme qui passait d'un groupe à l'autre, qui saluait, qui remerciait, qui évitait parfois très légèrement de tourner la tête vers notre balcon. Jean suivait aussi. Je le sentais sans le regarder. Il ne bougeait pas beaucoup. Ses yeux faisaient le travail. Ce n'était pas un regard accusateur. C'était un regard qui mesure, qui accepte, qui comprend avant même que les mots arrivent. À un moment, une coupe de champagne est passée près de nous. Le serveur tenait le plateau comme s'il portait du verre soufflé par le vent. J'ai pris une flûte. Elle était si fine que j'ai eu peur de la casser. Mes doigts habitués aux objets solides semblaient trop lourds. Jean a pris sa sienne. Le cristal a tremblé entre ses mains, non pas parce qu'il était maladroit, mais parce que ce monde-là n'était pas fait pour des mains comme les nôtres. Et c'est là, au milieu de cette élégance glacée, que j'ai compris notre place réelle. Nous étions présents, oui, officiellement, légalement, mais dans l'image, dans le cadre, nous étions déjà relégués hors champ, comme ces fondations qu'on enterre et qu'on oublie dès que la façade tient debout. Au balcon, l'air était plus frais. On entendait la fête comme on entend la mer depuis une chambre fermée. Un murmure régulier, lointain, presque doux. Et pourtant, il n'y avait pas de place pour nous dans ce bruit-là. La nappe blanche, les verres alignés, les petits pains parfaitement ronds, tout semblait dire « bienvenue », mais d'une voix qui ne prononçait jamais nos noms. Les gens à notre table étaient polis, ils parlaient de choses légères, comme s'ils avaient appris à ne jamais poser de questions qui pourraient déranger. Une femme a complimenté ma robe en choisissant des mots neutres, sans chaleur excessive. Un homme a demandé si Lyon était agréable en cette saison, comme on demande si un paysage mérite une carte postale. Personne ne demandait « Vous faisiez quoi, vous? Comment vous avez vécu ?» La curiosité ici n'était pas une preuve d'intérêt, elle était un risque. Je me suis surprise à répondre comme on se défend, doucement, sans excès, en réduisant notre vie à des phrases propres. Lyon est joli, oui. La vie est tranquille, oui. On a eu un bon trajet, oui. Je m'entendais parler et j'avais l'impression de ranger mon existence dans un tiroir qui n'était pas à ma taille. Jean, lui, parlait peu. Il souriait quand il le fallait, avec cette dignité des hommes qui n'ont jamais eu besoin de séduire. Son regard se posait sur les mains des autres, je l'ai vu.
Elles étaient fines, parfumées, ornées parfois d'une alliance qui brillait comme une signature. Les mains de Jean restaient lourdes sur la nappe, comme deux outils qu'on a déposés par respect, mais qu'on n'ose pas montrer. La famille de la mariée est venue nous saluer. Ils étaient impeccables, sincèrement aimables, d'une politesse tellement maîtrisée qu'elle en devenait une distance. La mère de la mariée m'a embrassée sur les joues avec un sourire précis. « Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin », a-t-elle dit. Enfin, comme si nous avions longtemps été une rumeur. Puis elle a ajouté, avec cette douceur étudiée, « Vous devez être heureux, Lucas a tellement de talent, et puis ce mariage, quelle belle ascension !» Ascension. Le mot a glissé dans l'air, léger, mais il a heurté quelque chose en moi, comme si notre fils avait grimpé seul, s'agrippant à des murs invisibles, sans qu'on parle jamais de l'échelle qu'on lui avait tenue quand il était petit. Je l'ai regardé. J'ai vu derrière ses yeux, non pas du mépris, mais une absence d'imagination. Pour elle, nos vies n'existaient pas vraiment. Elles étaient un décor d'origine, une anecdote. On nous a demandé si nous venions souvent à Paris. On nous a demandé si nous avions fait un petit séjour agréable. Le mot « travail » ne passait jamais leurs lèvres, comme une chose indécente. On ne parlait pas de l'usine, pas de la fatigue, pas des heures. Ici, les mains n'étaient pas faites pour porter, elles étaient faites pour tenir un verre, signer un chèque, effleurer une épaule. J'ai senti la cruauté dans cette gentillesse. Elle ne frappait pas, elle effaçait. Elle nous transformait en invités sans passé, en silhouettes acceptables parce qu'elles étaient floues. L'hostilité aurait été plus simple, elle aurait donné une prise. Là, il n'y avait rien à saisir. Jean a pris sa flûte de champagne. Le cristal était si fin qu'il semblait vouloir se casser rien qu'en le regardant. Entre ses doigts tachés, le verre tremblait légèrement. Pas de nervosité, de lucidité. Il a porté la flûte à ses lèvres sans boire tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur la salle, sur Lucas qui riait à un groupe de jeunes hommes en costumes identiques. Je suivais le regard de Jean et j'ai compris avec un froid dans la poitrine, notre fils n'était pas seulement loin, il était en représentation. Et nous, au balcon, derrière les plantes, nous étions la partie de son histoire qu'il espérait garder hors lumière. Jean a reposé le verre doucement, comme on repose quelque chose qu'on ne veut pas casser. Il m'a regardé. Il n'a rien dit, mais dans ses yeux, il y avait cette phrase silencieuse, simple et terrible. « Ce n'est pas eux qui nous chassent, c'est lui qui nous cache. » La musique a changé, sans que je m'en rende compte. Un morceau plus vif, des rires qui montaient, des vers qui s'entrechoquaient. Dans la grande salle, la lumière froide faisait scintiller les robes et durcissait les sourires. Au balcon, nous restions dans une pénombre tiède, filtrée par les feuilles de plantes, comme si on avait posé sur nous un abat-jour de fortune. Je regardais Lucas. Il glissait d'un groupe à l'autre avec une aisance qui ressemblait à de la maîtrise, mais je voyais, moi, ce que les autres ne voyaient pas. La tension sous la peau, l'effort dans la nuque, le sourire tenu par les dents. Il donnait à chacun la version attendue de lui-même, comme un architecte qui ajuste une façade selon le regard du voisin. Jean n'avait pas bougé depuis un long moment. Il observait, sans rancune apparente, sans agitation. Ses mains étaient posées sur la nappe. Je sentais qu'il ne cherchait pas à se défendre, ni à se faire aimer. Il était là, simplement, comme on est une pierre dans un mur, utile, silencieuse, et pourtant invisible. Puis l'homme est arrivé. Je l'ai vu avant Lucas parce qu'il avançait comme quelqu'un que l'on attend. Costume sombre, montre discrète, voix basse mais qui impose. Un partenaire, un client, un de ces hommes qui pèsent sur une carrière comme un poids sur une balance, ceux qui ne parlent pas fort parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il s'est approché avec un sourire de circonstance, a serré quelques mains au passage, puis s'est penché vers notre table. Son regard s'est posé sur Jean, pas agressif, plutôt évaluateur, comme on regarde un détail qui ne correspond pas au tableau. Lucas s'est aussitôt rapproché, un pas trop rapide. « Ah, monsieur Delmas,
Je n'ai retenu que le nom parce qu'il sonnait comme une porte qui s'ouvre sur un autre monde. L'homme a répondu avec cette cordialité supérieure qui ne s'embarrasse jamais de chaleur. Puis, d'un geste léger du menton vers nous, il a demandé « Et eux ?» Le mot n'était pas méchant, il était vide, c'était pire. Je n'ai pas eu le temps de respirer, j'ai senti mon corps se raidir, comme à l'approche d'un choc. Je me suis tournée vers Lucas, lui aussi s'est figé. Il y a eu 3 secondes où tout a ralenti. J'ai vu ses yeux chercher, non pas une vérité, mais une solution. J'ai vu sa bouche s'entr'ouvrir, puis se refermer. J'ai vu ses doigts, propres, se crisper un instant sur le bord de sa veste, comme si le tissu pouvait l'aider à tenir. Et j'ai compris. Il ne cherchait pas comment nous nommer, il cherchait comment nous emballer. Jean, lui, ne bougeait pas. Il regardait Lucas avec une attention étrange, presque douce, comme un homme qui, enfin, voit la dernière pièce d'un puzzle se mettre en place. Lucas a inspiré, puis il a dit, d'une voix claire, trop claire, « Ce sont des proches, des gens que je connais depuis longtemps, du Sud. » Du Sud. Pas mon père, pas ma mère, des gens. Une enveloppe, un vernis, une coquille. J'ai senti le sang battre dans mes oreilles, j'ai voulu parler, protester, dire au moins un prénom, jeter une vérité sur la table comme on jette une pierre dans un verre trop fin. Mais ma gorge s'est serrée, les mots sont restés coincés, lourds, inutilisables. Le partenaire a hoché la tête, satisfait d'avoir reçu une réponse qui n'abîme rien. Il a souri à Lucas, a échangé une phrase sur le projet à venir, puis il est reparti, emportant avec lui la scène comme si elle n'avait jamais existé. Le monde autour n'avait pas vacillé, la musique continuait, les rires continuaient, on servait un nouveau plat. Au balcon, pourtant, quelque chose s'était cassé, sans bruit. Je me suis tournée vers Jean, je cherchais la colère, l'humiliation visible, une explosion. Je n'ai trouvé qu'un regard calme, pas un regard qui accuse, un regard qui comprend. Dans ses yeux, il y avait cette douleur particulière des fondations. Elles ne réclament pas d'applaudissements, elles réclament seulement qu'on ne les renie pas. Et lui, mon Jean, venait d'entendre notre fils nous recouvrir d'une belle façade pour que personne, surtout, ne voie d'où venait la maison. Je n'ai pas vu Jean se lever tout de suite. Il l'a fait sans précipitation, comme s'il suivait un rythme intérieur plus lent que la musique. Il a tiré légèrement sa chaise pour ne pas grincer, a posé sa serviette avec une délicatesse presque incongrue chez un homme de l'atelier, puis il a incliné la tête vers moi. « Je reviens », a-t-il dit. 2 mots, pas de théâtre, pas de reproche. Je l'ai regardé s'éloigner entre les tables, traverser la terrasse couverte, puis franchir la porte vitrée qui menait au château. Son costume neuf le faisait paraître plus grand, mais je savais que c'était une illusion. Ce n'était pas le tissu qui portait Jean, c'était Jean qui portait le tissu, et tout ce qu'il venait d'entendre. Je suis restée assise. Les autres à notre table reprenaient des conversations prudentes, comme si un courant d'air froid venait de passer et qu'il fallait parler vite pour refermer la fenêtre. J'avais la sensation d'être transparente, et pourtant trop lourde, trop présente dans mon propre corps. Mes mains posées sur la nappe me semblaient soudain étrangères. J'avais honte de leur force. Je n'ai pas résisté longtemps. Au bout de quelques minutes, je me suis levée à mon tour, et j'ai suivi Jean, non pas pour l'empêcher, mais pour rester proche de lui, comme on reste proche d'un mur quand la maison tremble. Dans les couloirs du château, la lumière était différente, plus froide, plus crue. Les murs de pierre renvoyaient une fraîcheur d'église. Mes pas étaient étouffés par les tapis. Ici, même le bruit semble éduqué. Je l'ai trouvé près d'une grande baie vitrée, dans un recoin à demi sombre. Il ne regardait pas dehors, il regardait dedans. De là où il était, on voyait la salle principale comme un tableau, les lustres, le parquet luisant, les couples qui dansaient, les rires qui montaient en vagues. Lucas au centre, avec sa femme, tournait lentement. De loin, il avait l'air heureux. De près, et Jean avait ce regard-là, celui qui voit de près, on devinait autre chose. Une mâchoire trop serrée, un sourire un peu trop fixe, des épaules qui ne se relâchent jamais. Jean ne bougeait pas.
Ses mains étaient jointes devant lui, comme au repos, mais je savais qu'il se retenait. Pas de frapper, pas de crier, de tomber. Il tenait son monde debout. Je me suis placée à côté de lui, sans parler. Nous avons regardé Lucas danser. Il saluait, il riait, il inclinait la tête au bon moment. Il était parfait. Et cette perfection, je la voyais comme un effort, comme une lutte. Je me suis demandé depuis quand il portait cela. Depuis quand il croyait qu'il fallait se déguiser pour être accepté. Depuis quand il avait appris que sa réussite exigeait une peau neuve. Lucas s'est éloigné de la piste, a rejoint un groupe d'hommes. Il parlait en se touchant à peine, une main sur un bras, un rire maîtrisé, une complicité élégante. Lucas levait son verre, buvait une gorgée, reposait le cristal comme si c'était un objet sacré. Ses mains ne tremblaient pas, mais je voyais la tension dans ses doigts. Jean a cligné les yeux une fois seulement, comme si quelque chose l'avait piqué derrière la paupière. Je l'ai regardé. Dans ses yeux, il n'y avait toujours pas de colère. Je crois que la colère aurait été un luxe ici. Il y avait autre chose, une lucidité douloureuse, mais pleine d'une compassion que je n'attendais pas. Il a murmuré, sans quitter Lucas du regard, « Il se fait mal pour tenir là-dedans ». J'ai senti ma poitrine se serrer. Parce que oui, ce n'était pas seulement nous qui l'avait caché, c'était lui qui l'avait enfermé. Jean a ajouté, presque pour lui-même, « Il croit que le bonheur, c'est de ne plus ressembler à ce qu'il était ». Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de mots assez simples. Dans le reflet de la vitre, je voyais nos deux silhouettes, un homme et une femme, en vêtements propres, debout dans l'ombre. Et derrière nous, la fête éclatait, brillante, froide, comme une vitrine. Jean a baissé les yeux vers ses mains. Elles étaient encore marquées, même dans ce costume neuf. Il les a ouvertes, les a regardées comme on regarde un outil fidèle. Puis il a relevé la tête, et dans ce mouvement, j'ai compris qu'il venait de choisir. Non pas une vengeance, pas un scandale, une sortie. Une manière de rester digne sans écraser personne. Une manière de ne pas devenir nous aussi une façade. Jean n'a rien annoncé. Il ne m'a pas prise par le bras, il n'a pas cherché à attirer mon attention plus que nécessaire. Il a simplement posé sa main sur la mienne, un instant, comme il le faisait autrefois à la sortie de l'usine, quand le jour avait été trop long et que les mots risquaient de mal sortir. Ce contact-là voulait dire « on y va ». Pas « on fuit », pas « on renonce », on choisit. Nous sommes retournés vers le balcon. La fête continuait sans nous attendre, comme elle avait commencé sans vraiment nous inclure. À notre table, les conversations étaient devenues plus bruyantes, comme pour combler quelque chose. Personne n'a semblé surpris de nous voir ramasser nos manteaux. Dans ce monde, les départs discrets sont une forme de politesse. Dans le couloir, Jean s'est arrêté devant le vestiaire. Il a passé la main sur la laine de son manteau, puis il a glissé ses doigts dans la poche intérieure. Il en a sorti l'objet que nous avions apporté pour Lucas. Je l'avais presque oublié, tant la journée avait pris toute la place. Le fuseau de bois, ancien, lisse à force d'avoir été touché, il appartenait déjà au père de Jean. Un objet simple, sans valeur marchande, mais chargé de gestes répétés, de patience, de continuité. Un outil pour faire tenir les fils ensemble. Je l'ai regardé dans la main de Jean et j'ai senti monter une émotion étrange. Ce petit morceau de bois contenait plus de vérité que tout le cristal de la salle. Nous sommes remontés dans la chambre que Lucas nous avait réservée. Tout était impeccable, trop. Le lit parfaitement fait, la lumière neutre, l'odeur de linge propre sans mémoire. Jean a posé le fuseau au centre du lit, comme on pose une pierre angulaire. J'ai pris un papier, un stylo. Ma main tremblait légèrement, mais je savais quoi écrire. Pas une explication, pas un reproche, une phrase qui laisse debout. Jean a lu par-dessus mon épaule. Il n'a rien corrigé. Il a simplement hoché la tête. Nous avons refermé la porte doucement. Dans l'escalier, la musique nous parvenait encore, étouffée, comme un cœur qui bat ailleurs. À chaque marche descendée, je sentais le poids quitter mes épaules. Pas la tristesse, le poids de la représentation. Dehors, l'air de la nuit était plus froid, plus honnête. Jean a inspiré profondément. J'ai vu ses épaules s'abaisser, pour la première fois depuis des heures. Nous avons marché sans parler jusqu'au portail du château. Derrière nous, la fête continuait.
Des rires éclataient, des verres s'entrechoquaient. Rien ne s'écroulait parce que nous partions. Et c'est précisément cela qui m'a apaisée. Nous avons quitté les lieux sans être rappelés, sans être retenus. Comme on quitte un théâtre après la représentation, en sachant que le décor restera debout, mais que ce n'était pas notre scène. Sur le chemin, Jean a serré un peu plus fort ma main. « On a vu », a-t-il dit simplement. Oui, nous avions vu notre fils briller, mais nous avions surtout vu le prix qu'il payait pour cet éclat-là. Et en laissant derrière nous ce fuseau, ce mot, ce silence, nous faisions un choix clair, rester ce que nous avions toujours été, des fondations, invisibles peut-être, mais solides. Car il y a une chose que ni les châteaux, ni les réussites ne peuvent remplacer, la dignité tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent et qui refusent de devenir des étrangers dans leur propre histoire. Le lendemain matin, le château avait changé de visage. La lumière du jour, plus froide encore, révélait les détails sans le charme de la nuit. Les dorures trop nettes, les parquets cirés jusqu'à l'aveuglement, les bouquets déjà fatigués. On aurait dit un décor après la fête, quand la musique s'est tue, mais que les murs continuent d'afficher leur richesse, indifférents au cœur. Lucas a ouvert la porte de sa chambre avec cette précipitation qu'ont ceux qui cherchent un objet et redoutent ce qu'ils vont trouver. Il portait une chemise froissée, sans cravate. Ses yeux étaient cernés. Pour la première fois depuis notre arrivée, son visage n'était pas présentable. Il était humain. Il a appelé, une première fois, comme s'il craignait de déranger. « Maman, papa ?» Puis il a avancé, a tiré les rideaux, a cherché une valise au pied du lit. Rien. Le vide a fait un bruit dans la pièce. Un bruit silencieux qui vous prend la gorge. Et alors il a vu le fuseau. Posé au centre du lit, exactement à l'endroit où l'on dépose quelque chose qu'on veut qu'on regarde. Ce morceau de bois n'avait l'air de rien dans cet univers de soie et de cristal, et pourtant il imposait sa présence comme une vérité. Lucas l'a pris. Ses doigts propres ont glissé sur le bois poli par des décennies. Il a tourné l'objet comme s'il essayait de retrouver l'endroit où nos mains avaient vécu dessus. Et je l'imaginais. Je le vois encore, même sans l'avoir vu, ce geste-là, soudain plus intime que toute la cérémonie de la veille. Il a ensuite trouvé le papier, plié, posé près du fuseau. Une phrase, courte. Je l'avais écrite de ma main, mais c'est la main de Jean qui l'avait tenue dans l'air avant qu'elle existe. Lucas a lu. Une fois. 2 fois. Il a avalé sa salive comme on avale une pierre. Il a quitté la chambre sans finir de boutonner sa chemise. Dans les couloirs, des employés rangeaient des verres, pliaient des nappes, effaçaient les traces. On efface toujours vite ce qui dérange l'image. Lucas est arrivé dans la salle du petit déjeuner. Les beaux-parents étaient là, souriants, frais, déjà reconstruits. On riait doucement autour d'un café noir, de viennoiseries posées comme des bijoux. Quand Lucas est entré, il a souri par réflexe, un sourire automatique comme une serrure qu'on ferme. Puis il a posé le fuseau sur la table. Le bois a fait un petit bruit sec, presque ridicule au milieu de la porcelaine. Un silence a passé. « Où sont-ils » a demandé la mariée, d'une voix prudente. Lucas a regardé le fuseau, puis le papier, puis ses mains. Ses mains à lui, propres, longues, légères. Des mains faites pour dessiner des lignes, pour convaincre, pour signer. Il a ouvert ses paumes comme s'il les découvrait. Je crois que c'est là qu'il a compris ce que nous avions compris la veille. On peut construire des tours, mais si l'on méprise la base, on finit par ne plus savoir sur quoi on tient. Il s'est levé d'un coup. « Ils sont partis », a-t-il dit. Le beau-père a tenté un ton calme, presque administratif. Mais pourquoi ? Ils étaient bien installés pourtant. Installés, comme on installe des objets. Lucas a pris ses clés, son téléphone. Il a quitté la pièce sans s'excuser, sans expliquer. Il n'avait plus l'énergie de faire de jolies phrases. Il a couru dehors. Je le revois à travers ma propre imagination, parce qu'une mère voit toujours un homme adulte courant comme un enfant, le souffle court, le cœur trop tardif. Il a traversé la cour, a cherché un véhicule, a demandé où était la route pour la gare la plus proche. On lui a répondu avec politesse. Ici, tout le monde sait aider sans se salir. À la gare, il est arrivé trop tard. Les panneaux affichaient un départ déjà passé. Les rails brillaient, immobiles. Le monde ne revient pas en arrière pour un regret. Lucas est resté là, debout, le fuseau dans une main, son téléphone dans l'autre. Il a regardé l'écran, il a voulu appeler. Puis il a rangé le téléphone.
comme s'il comprenait enfin que certains mots, une fois perdus, ne se rattrapent pas à la vitesse d'un train. Et c'est à cet instant précis, je le sais, je le sens, qu'il a réalisé une chose simple et terrible. Pendant toute la fête, il n'avait pas ri une seule fois sans effort. Il avait joué le bonheur comme on joue un rôle, et le rôle l'avait vidé. Le fuseau, lui, restait chaud dans sa paume. Un morceau de bois, un morceau d'origine. Une preuve qu'il avait eu un jour une maison intérieure, avant de vouloir n'habiter que les façades. Quand Lucas est revenu au château, la journée était déjà en train de se refermer sur elle-même. Le soleil d'hiver éclairait les pierres sans les réchauffer, comme un projecteur sur un décor trop grand. À l'intérieur, tout reprenait sa place. Les sourires du petit déjeuner avaient retrouvé leur cadence, les conversations leur surface lisse. On parlait de la soirée magnifique, des photos à venir, du voyage de noces. On remettait l'histoire dans une belle boîte. Lucas est entré dans la salle, le fuseau toujours dans sa main. Personne ne l'a interrompu tout de suite. Ils ont levé les yeux, puis ils ont repris, parce qu'ils ne savaient pas quel espace lui donner. Dans ce monde, on accorde une place à ce qui est présentable. Le chagrin, lui, n'a pas de chaise. Il s'est assis, lentement, comme si son corps pesait d'un coup. La mariée a posé sa main sur son avant-bras. Tu as pu les joindre? Lucas a secoué la tête. Pas de drame, pas de colère. Seulement cette fatigue qui arrive quand on a trop longtemps tenu une posture. Le beau-père a souri, cherchant une formule pour recoller l'air. Ils ont dû être un peu émus. Tu sais, ces gens-là, ils sont simples, ces gens-là. Je ne sais pas si Lucas a eu envie de crier. Je crois plutôt qu'il a senti un vide s'ouvrir. Un vide propre, poli, immense. Il a baissé les yeux vers ses mains, et je comprends cette obsession. Quand on ne sait plus où se mettre, on regarde ce qui nous appartient encore. Ses mains étaient impeccables, pas une tache, pas une éraflure, les ongles courts, nets, les doigts longs, fins, presque élégants. Des mains qui n'avaient jamais connu l'huile des machines, ni la brûlure du savon trop fort. Des mains capables de tracer des lignes qui deviennent des immeubles, de signer des contrats, de saluer sans serrer trop fort. Et pourtant, ce jour-là, elles lui ont paru creuses. Le fuseau en bois posé maintenant sur la table semblait plus vivant que ses doigts à lui. Il portait une chaleur ancienne, une mémoire de gestes qui relie. Lucas a passé le pouce sur le bois poli comme pour vérifier qu'il existait. Puis il a regardé sa bague, toute neuve, brillante, parfaitement à sa place. Une montée de larmes lui a pris, non pas comme une explosion, mais comme une fuite silencieuse. Il a cligné des yeux, une fois, deux fois. Les larmes sont venues quand même, discrètes, absurdes, impossibles à arrêter. Autour de lui, le rire a continué. Quelqu'un a raconté une anecdote. Quelqu'un a demandé du café. Une femme a parlé de la décoration florale. La vie de salon s'est poursuivie comme si rien n'avait d'importance hors de la surface. Lucas a pleuré sans bruit. C'est cela qui est le plus violent. Pleurer sans que personne ne s'arrête. Pleurer au milieu de la réussite. La mariée a murmuré « Ça va ?» Lucas a hoché la tête. Il n'avait pas les mots. Les mots auraient été trop longs, trop sales, trop vrais. Il a essuyé une larme du revers de la main comme un enfant qui refuse d'être vu. Et j'ai pensé, je le pense encore, il avait bâti des tours qui montaient vers le ciel, mais il venait de comprendre qu'une tour, sans fondation assumée, devient une coquille. Une belle coquille vide. Ce n'était pas une punition, c'était le coût exact de son effort. Avoir cru qu'il fallait cacher le socle pour que la façade soit admise. Avoir cru qu'on peut porter un masque toute une nuit sans que la peau dessous finisse par se déchirer. Lucas a regardé une dernière fois ses mains propres, puis le fuseau. Entre les deux, il y avait toute notre histoire. D'un côté la réussite, de l'autre l'origine. Et au milieu, ce qu'il avait brisé en 3 secondes. Non pas notre amour, mais la maison intérieure où l'amour se pose. Il a respiré lentement comme quelqu'un qui revient de très loin. Et j'ai su que la fête, désormais, ne lui appartiendrait plus. Elle continuerait. Mais lui, à l'intérieur, commençait à se retrouver sans abri. Riche, applaudi et pourtant terriblement seul. Une semaine plus tard, Lucas est revenu à Lyon. Je sais la date parce que je me souviens de la lumière. Un matin pâle, un froid sec qui rend l'air coupant. À l'atelier, les machines avaient repris leur chant de toujours. Le monde n'attend pas les prises de conscience. Il tourne, il insiste, il use. Jean et moi étions revenus à notre place, pas par résignation, mais parce que c'était notre réalité.
Nous ne savions pas vivre ailleurs que dans le vrai. Je n'ai pas su tout de suite que Lucas était là. Je l'ai senti avant de le voir, comme on sent un changement de pression. Un silence minuscule dans le rythme habituel, une hésitation dans l'air. Puis, en relevant la tête, j'ai aperçu sa silhouette derrière la vitre de l'entrée. Un homme immobile, le manteau sombre, les épaules légèrement rentrées, comme s'il craignait de déranger un lieu sacré. La vitre était poussiéreuse. Elle brouillait son visage, le rendait presque enfantin. J'ai pensé à ses 8 ans quand il attendait la sortie de l'école, le cartable trop grand, le regard sérieux. Sauf que cette fois, il n'attendait pas qu'on le prenne par la main, il attendait qu'on lui rende un nom. Il n'est pas entré tout de suite, il a regardé longtemps. À travers le verre, il a vu Jean au poste de maintenance, penché, précis, solide. Il a vu mes mains sur le fil, le geste répété, la concentration. Il a vu ce que l'on ne montre jamais dans les mariages, la fatigue qui tient le monde debout. Lucas a levé la main, comme pour frapper. Il s'est arrêté, il a laissé retomber son bras. Alors, seulement, il a poussé la porte. Le bruit du métal a fait se tourner quelques têtes. Jean a levé les yeux. Je n'oublierai jamais son regard. Pas une victoire, pas un reproche. Juste cette attention tranquille qu'il avait déjà eue au château, dans l'ombre. Comme s'il disait « Je t'ai vu tomber, je te vois revenir ». Lucas a avancé de quelques pas. Il n'avait pas le fuseau avec lui, ou peut-être l'avait-il gardé dans une poche, contre sa peau, comme une brûlure nécessaire. Ses mains propres tremblaient à peine. Pas de peur, de vérité. « Papa, maman », cette fois il a prononcé les mots. Ils sont sortis sans décor, sans public, sans partenaire important. Ils étaient nus. Et parce qu'ils étaient nus, ils étaient lourds. Jean n'a pas bougé immédiatement. Il a essuyé ses mains sur un chiffon. Le chiffon s'est noirci aussitôt. Puis il a fait un pas, un seul. Comme on s'approche d'un enfant qui revient après une faute. Non pour le punir, mais pour vérifier qu'il respire encore. Lucas a baissé les yeux. Sa voix s'est cassée. « J'ai cru qu'il fallait… » Il n'a pas terminé. Il n'avait pas besoin. Les phrases longues auraient été une autre manière de se cacher. Jean a levé la main, pas pour l'interrompre, mais pour poser quelque chose d'essentiel. « On ne bâtit pas une maison sur un mensonge », a-t-il dit, simplement. Puis il a regardé les murs, les machines, la poussière, comme s'il montrait un fondement invisible. Ça, c'est le socle. Tu peux le recouvrir, le peindre, l'oublier, mais si tu le renies, tu vis dans une coquille. Je sentais les larmes me monter, non pas de tristesse, mais de cette douceur grave qu'on éprouve quand une vérité retrouve sa place. Lucas avait réussi, oui. Il avait des titres, des photos, des salons. Mais pendant une semaine, il a dû sentir ce que c'est que d'être riche et sans foyer intérieur. D'être applaudi et pourtant sans racines où poser le cœur. Il a regardé nos mains, celles de Jean noircies, celles de moi, striées. Il a regardé les siennes, propres. Et j'ai vu dans ses yeux une compréhension qui n'avait plus rien d'ambitieux. Une humilité. Je n'ai pas fait de discours. Je ne voulais pas l'enfermer dans un pardon spectaculaire. Je me suis contentée de dire, très bas, une façade, ça impressionne. Un socle, ça protège. Choisis où tu veux vivre. Lucas a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, il n'avait pas l'air sauvé. Il avait l'air réveillé. Et c'est peut-être le seul vrai progrès. Revenir à ses racines non pour s'y enfermer, mais pour ne plus être un étranger dans sa propre réussite. Car on peut habiter un château et être sans toit. Il suffit d'avoir honte du sol sur lequel on s'est construit. Et celui qui renie son origine, même au sommet, devient un sans-abri intérieur. Un homme qui a tout, sauf une maison où son âme puisse rentrer. Il y a des histoires qui ne cherchent pas à juger, seulement à éclairer. Celle-ci m'a appris, et peut-être vous aussi, qu'on peut réussir sa vie extérieure tout en perdant silencieusement sa maison intérieure. On peut gravir des étages sociaux, changer de langage, de vêtements, de décor, et pourtant venir étranger à ce qui nous a construits. Le vrai drame n'est pas de venir d'un milieu modeste. Le vrai drame, c'est d'en avoir honte. Car les racines ne sont pas des chaînes, ce sont des fondations. On peut les recouvrir, les embellir, les transformer, mais dès qu'on les nie, tout ce qu'on bâtit au-dessus devient fragile. Une façade, aussi brillante soit-elle, ne protège pas du vide. Jean ne s'est jamais mis en colère. Marie n'a jamais supplié. Leur silence était plus fort que n'importe quel reproche. Ils ont choisi la dignité plutôt que l'humiliation publique.
Ils ont rappelé une vérité simple. L'amour n'exige pas d'être exhibé, mais il exige de ne pas être renié. Et vous, qui écoutez cette histoire aujourd'hui, avez-vous déjà un jour baissé la voix en parlant de vos origines? Avez-vous déjà senti ce décalage entre ce que vous êtes devenu et ce que vous avez été? Avez-vous déjà eu l'impression de devoir arranger votre histoire pour qu'elle soit acceptable aux yeux des autres? Ou peut-être êtes-vous parent? Et avez-vous déjà ressenti cette douleur sourde de voir votre enfant réussir tout en ayant le sentiment qu'il vous laisse peu à peu hors du cadre? Ces questions ne sont pas accusatrices, elles sont humaines, parce que nous sommes nombreux à porter en silence ce tiraillement entre l'ascension et l'appartenance, entre la réussite et la loyauté envers soi-même. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a réveillé un souvenir, une blessure, une fierté, ou simplement une réflexion, je vous invite à la partager. Dans les commentaires, vous pouvez raconter votre propre expérience, celle d'un départ, d'une réussite, d'un reniement ou au contraire d'un retour. Il n'y a pas de petite histoire. Il n'y a que des vérités vécues. First it was tongue out. Such a cute. That's him with a little duck toy. Puppy belly. Oh my god, there is nothing better in this world than a puppy belly. That's when he started to look like a dog. Oh my god. Sweet, sweet, tiny boy. Does he still have the duck toy? I think it rotted away. He has a duck toy still. This was his first collar. This is when I FaceTime my sister for the first time with him. I call her Rune. His little paws. This was his first collar. Ooh. Ooh. His paws were so big the collar didn't fit. It didn't fit him, so it was overlapping. It's so big on him. Tiny. That's me holding him. Oh my god. Yeah, he's got so much darker. His parents were... There you go, that's his mom. The selfies. That's his mom. Leisha! Leisha, you should be doing that. You're the one having a bad week. Did the puppy pics do it for you? There's an ad coming. I'm sorry, everyone. Yeah, they do. He's a spitting image of his mom. Yeah, his mom's called Rogue, I think. Chewy. Oh, I didn't even open the drawer. I put my hand on it. Oh, they're here. Oh, Leisha got you a treat. Thank you, Leisha. Oh, would you like one? Wait, Leisha. This is going to help as well. This is what we have to do when he gets his treats. Yeah, good boy. You excited to put your hat back on? Yeah. 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 His birthday had to get his birthday treats. Look at it. Ready, gently. Take it. Good boy, take it. Oh, he took it so gently. Look at him in his birthday hat. It makes his face go so wobbly. Is that really nice? Oh, Liz. We're just tail wagging. Is that so nice? Lidtopia gifted a tier Thank 1 sub you, to Lid. Frodo Oh, we have a the hype Dodo. train now. They have given 7 gift subs in the Thank channel. you. Frodo can't have ads. It's the least Frodo deserves, but thank you. That's very kind, Lid. I'll give him a little bit of a treat for that. He can have a little bit. Would you like some more? You can have a little bit. Sit. 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 Yeah, give me a paw. Yes. You're drooling. Ew. There's a Dodo badge going on Twitch. Is there? Look at him in his hat. Thank you for the hype train, everyone. Today was the first day I felt like I could face Twitch again, so I'm happy to be here. Lisa, it's so nice to have you here. I'm sorry you've been having a shit time, but to be fair, I've really not been live as much as I normally am.
But I have missed you when I have been live. I haven't really been playing very many games, so you haven't had much of a chance to be unhinged as you usually are. Look at him. You are so handsome. He's not doing the falls like he's a cutie. He's so sick of me. That look. He is so sick of me. Oh, Chewy. Do you want your hat off? Just give me the treats. Yeah. He's so bad. You having a good birthday? Are you excited to go do fun things later? He's like, Mum, take this fucking hat off me. I swear to fucking God. You just gotta keep it on while the hype train's on. Is that okay? What if someone else buys you treats? Leisha. Leisha. Labies gifted a tier 1 sub to Septictoaja.